Je suis avec Daniel Motard. Bonjour Daniel. Salut, Vianney. Alors, moi, j'ai commencé la danse contact proprement dit quand j'avais 60 ans, en 2007. Et par contre, j'avais quand même fait beaucoup de danse contemporaine avant. Je l'avais enseigné. Donc, début 70, j'ai découvert la danse contemporaine et aux États-Unis pendant des études. Et je l'ai pratiqué à peu près sans interruption. Et dans les années, donc en 2007, j'ai découvert la danse contact improvisation comme pratique autonome. J'étais à Lyon à l'époque, et à Lyon, il y avait des pratiquants de contact improvisation, mais il n'y avait pas de jam. Il n'y avait que des ateliers. Et donc, j'ai impulsé la création de jam, d'une jam à Lyon et d'une association. Depuis, je suis rentré à Paris, mais l'association fonctionne toujours vaillamment. Et les jams perdurent allègrement. Tu es à Paris là depuis combien de temps? Je suis à Paris depuis 12 ans à peu près, ouais, depuis 2011. Voilà. Et donc à Paris, je pratique régulièrement, mais entre-temps, j'ai beaucoup voyagé aussi. Pendant une dizaine d'années, j'ai quand même pas mal voyagé en Europe. Et participé à beaucoup de festivals et de stages. Voilà. Et sur Paris, j'ai pas mal dansé avec le groupe Anka, la compagnie Anka danse avec les roues, donc qui danse avec des personnes de toutes habilités, disons, notamment des personnes handicapées. Voilà. Et ça perdure, mais je ne suis plus présent dans l'animation, disons. Voilà. Et tu as perçu des évolutions dans la communauté du contact impro à Paris? Elle se développe, elle se développe. Des évolutions, oui, il y a une assez forte concurrence, je dirais. Voilà, ce qui me frappe sur Paris, c'est cette concurrence, aimable, mais très opérante, dirais-je. Voilà. Quand je suis arrivé à Lyon et que j'ai voulu impulser une jam, moi, la première chose que j'ai faite, c'est de réunir les personnes qui enseignaient le contact improvisation de façon et qui étaient quand même un peu concurrentes. Et donc, je les ai réunis de façon à créer la jam en question et à fédérer, coordonner les efforts. Et je trouve que ça manque beaucoup à Paris. Ce qui manque, ce serait peut-être une façon de réunir l'ensemble des enseignants? Oui, une concertation, une transparence, une coordination. Bon, disons que la coordination se fait un petit peu implicitement. Par exemple, quand quelqu'un crée un atelier ou une jam, il essaye de les caser plutôt à des moments où les autres ne sont pas déjà. Mais ça a des limites, quoi, évidemment, parce qu'il y a quand même beaucoup de propositions sur Paris. Tu as participé aussi à des festivals, des séjours? Freiburg, évidemment, j'y suis allé, je sais plus, 5 fois, je crois. Le festival français créé par les Grenoblois, les 1001 spirales. Le festival d'Ibiza, où je suis allé aussi 4 fois, je crois. J'ai aussi fait des stages avec Nancy Stark Smith. J'ai fait le festival
à Londres, voilà, j'ai pratiqué pas mal quand même. Et j'ai participé au Contact Camp créé par les Italiens, qui est un festival ou un camp de 4 semaines participatif, largement participatif, dont la forme me semble particulièrement intéressante. Qu'est-ce Bon, qui t'intéresse voilà. en particulier dans ces formes-là? C'est aussi des domaines qui m'intéressent beaucoup, Eh ben, l'autogestion c'est et le la danse caractère contemporaine. participatif. Ouais. Alors, il y a un groupe, un noyau, disons, proposant, et qui trouve un lieu, qui aménage un peu le lieu avant, et qui prépare le lieu, disons, qui prépare la logistique, notamment tout l'accueil évidemment, mais notamment les repas, mais qui prépare aussi le caractère participatif, c'est-à-dire l'organisation des services, puisque tout le monde donne 1 heure par jour au fonctionnement. Mais par exemple, la préparation des repas est dirigée par une chef, une chef cuistot qui répartit les tâches entre les bénévoles. Il y a parfois des helpers, comme on dit, des aidants aussi, qui assurent de façon un peu plus continue la logistique. Mais tout le monde donne dans des formes déjà très organisées. Mm. Ce qui fait que les repas ne sont pas... Il peut y avoir des propositions des participants, mais c'est essentiellement la chef cuistot qui assure des repas de grande qualité. Mm. Est-ce que tu sens que ça génère une ambiance différente, une qualité de relationnel entre les participants différente quand c'est participatif comme ça? Ah oui, oui. Notamment, oui, il y a une grande qualité de relation entre les participants et il y a tous les jours une réunion qui décide des contenus. Donc des contenus, des ateliers qui sont proposés et les participants peuvent proposer et proposent des ateliers qu'ils animent, mais tout ça est débattu pendant 1 heure ou 2 tous les jours après le déjeuner. Pour revenir à la communauté parisienne, qu'est-ce que tu aimerais voir naître ou évoluer dans la communauté du Contact Impro à Paris? Bah, j'aimerais voir plus de communication entre les différents acteurs et proposants, qui ne soit pas ponctuelle. Elle a lieu ponctuellement quand il y a un événement particulier ou quand il y a un débat particulier, par exemple sur la page Facebook ou des choses comme ça. Mais moi, je n'y trouve pas de réflexion, ni de concertation, ni de transparence sur, je dirais, l'économie globale, l'économie au sens très large, le fonctionnement global et économique éventuellement d'ailleurs, du contact impro sur Paris et sur la région parisienne. Et je trouve ça très dommage. Comment ça pourrait se manifester ces débats-là? S'il y a quelque chose qui démarrait ou qui renaissait, Bah, comment ça pourrait se concrétiser? il pourrait déjà y avoir une réunion des différents proposants, des différentes associations, qui aille au-delà du partage de calendrier ou des choses comme ça, qui soit une vraie réflexion sur les enjeux économiques notamment.
il y a un potentiel formidable parce que je pense que le contact improvisation répond à des besoins culturels, artistiques ou simplement existentiels de beaucoup de gens et que les propositions sont loin de répondre à ces besoins. Et je pense qu'il faudrait qu'il y ait une analyse de fond comme ça qui pourrait être menée en commun et qui aille jusqu'à la coordination des propositions. Quand tu dis que J'aimerais voir, oui, Non, non, vas-y, vas-y. de façon plus, à un niveau plus basique, plus lié au déroulement des jams, moi je souhaiterais qu'il y ait systématiquement dans toutes les jams un cercle de début et un cercle de fin, de façon qu'il y ait de jam en jam une circulation de la parole sur la pratique et que cette parole sur la pratique, elle construise, elle régule au fur et à mesure les jams et qu'elle éduque aussi, qu'elle inclut les nouvelles participantes, qu'elle permette d'enrichir les contenus, les attentes, de partager les attentes, un partage critique sur le déroulement. Voilà. Ça, je trouve que ça manque. Quand on a introduit les jams à Lyon, je ne sais pas si ça se poursuit actuellement, mais il y avait un cours gratuit d'introduction avant la jam. Déjà, bon, c'était dans une période de lancement hein, quand même, donc c'était nécessaire. Au début du cours, il y avait un cercle. À la fin du cours, il y avait un cercle de parole. Au début de la jam qui enchaînait tout de suite après, il y avait un cercle. Et à la fin de la jam, il y avait un cercle. Voilà. Et petit à petit, il y a un petit noyau. Après, on allait boire un coup, donc. Et le noyau des gens qui venaient boire un coup a constitué le noyau qui a créé l'association Jamin Léon. Concernant les cercles qui pourraient être proposés au début et à la fin des jams, est-ce que tu voudrais bien parler un peu plus de en quoi ça peut aider à inclure les personnes qui viennent pour la première fois? Bah, ça donne un sens, souvent, ça peut clarifier les choses, peut-être atténuer les craintes, puisque c'est vrai qu'on se pose plein de questions, on a plein de réactions émotionnelles quand on pratique pour la première fois. C'est l'occasion par exemple, de partager, bon, on partage les ressentis en général, notamment dans les cercles de fin, et y compris les ressentis désagréables. Bon, donc ça peut être l'occasion de régulation selon les causes du désagrément, les sources du désagrément. Hein. Voilà. Ça peut aider à avoir à faire naître un sentiment de communauté, puisqu'on a une meilleure perception de ce que les autres ont vécu, de ce qui pourrait éventuellement être amélioré et ça permet au fur et à mesure d'avoir pour chacun une notion de vers quoi on pourrait aller, si on voulait que ça progresse. Effectivement, la façon dont un cercle est introduit ou animé est déterminante. Parce que ça peut être un cercle qui fonctionne uniquement sur ce qu'on suppose que les autres ont envie d'entendre.
qui va dans le sens de tout va bien, qu'est-ce qu'on s'éclate, tout est positif, vivement la prochaine fois, même si on n'a pas l'intention de revenir. Voilà. Donc, pour qu'il y ait un échange authentique, il faut vraiment qu'il y ait une facilitation dans la façon dont le cercle est animé. Il faut qu'il y ait du temps aussi pour ça. Voilà. La facilitation, elle peut prendre quelle forme, par exemple? Tu penses à des sous-groupes, éventuellement? Alors, ça peut être, oui, des sous-groupes. Il y a différentes formes hein, qui peuvent être essayées. Ça peut passer par, on se donne un petit temps de mise par écrit anonyme et on échange ou on met en commun les papiers. Ça peut être, bon, c'est pas forcé. Ça peut devenir très vite lourd, hein, très vite barbant ou trop systématique, etc. Donc après, il y a un dosage, il y a de jam en jam, ça peut se réguler, ça aussi. Mais voilà, l'essentiel, c'est qu'il y ait une volonté et qu'il y ait, je dirais, une concertation sur les façons de procéder aussi. J'ai été assez frappé, moi, en passant de Lyon-Grenoble à Paris. Il y a, il me semble, un manque d'approfondissement en général sur Paris. Ça se manifeste comment? Dans ce que tu perçois, tu le Par le perçois fait que à ça ne se quel moment? manifeste pas. Par le fait que ne se manifestent pas des choses que je constate, par exemple, quand je vais à Freiburg ou je parlais de Grenoble, par exemple, c'est-à-dire des temps d'échange consacrés à une question en débat. J'ai reçu souvent des réflexions assez désabusées par rapport à, enfin des remarques assez désabusées par rapport à des propositions de réflexion. Des remarques de quel genre? Désabusé comment? C'est de la tchatch qui sert à rien. Le contact impro, c'est une pratique. Les gens, ils viennent pour pratiquer. Ils discuter, parler de ça, ça me gonfle. Bon, tout ce qu'on peut imaginer, quoi. Une sorte de rejet systématique du réflexif. Et voilà. Par Est-ce que contre, quand un problème se pose de façon aiguë, alors là, bon, il peut y avoir un sursaut pendant quelques temps. par exemple? Sur Facebook, par exemple, il y a eu des débats sur Facebook, des discussions ponctuelles sur la façon d'accueillir dans les jams, d'accueillir les débutants, les gens qui sont choqués, les gens qui... Voilà, bon, ça peut ouvrir un fil de discussion pendant un moment. Ça peut éventuellement se traduire pendant un moment par une proposition de cercle. Voilà, et puis après, ça s'éteint comme si le problème avait été réglé souvent. Qu'est-ce qu'on pourrait faire alors, d'après toi, pour, qu'il puisse y avoir, au moins quelques cercles, de temps en temps proposés? Moi, je pense faudrait qu'il y ait déjà une rencontre initiale, une mise en commun, un partage, une régulation, une réflexion d'ensemble, quoi. Notamment par je dirais, les acteurs soit professionnels, partiellement professionnels ou pas, soit très impliqués, même les bénévoles très impliqués dans le fonctionnement du contact impro à Paris. Et ça pourrait commencer par une concertation. Il n'y a pas, par exemple, vis-à-vis de la mairie de Paris, une structure, le contact improvisation à Paris. Bon, alors certains diront c'est contraire à l'esprit
anarchiste ou improvisateur du contact impro. Mais, Il y a des traditions de fédération très fortes dans le monde anarchiste. C'est-à-dire que bah oui, le bah oui, fédéralisme, oui, ce sont des ouais, formes ouais, très ouais, fortes d'anarchisme où bien sûr, l'autogestion, ça exclut pas la possibilité de se rassembler, absolument, de se absolument. structurer, d'avoir des personnes qui représentent, avec bien sûr beaucoup de contrôle de la part de la base. Mais C'est ce l'idée que que nous avons à chaque l'anarchisme, fois. C'est ce que ouais, ouais. l'identification entre l'anarchisme et le spontanéisme, c'est principalement une erreur fondamentale, puisque historiquement, ils se sont beaucoup opposés, l'anarchisme et le spontanéisme. Je suis d'accord avec toi, mais il y a des conceptions de l'anarchisme, du, du, du spontanéisme qui prévaut Mhm. dans les esprits, dans beaucoup d'esprits en tout cas. Et du coup, ça s'accorde à une conception ultra-libérale de la microéconomie du contact improvisation, Mhm. puisque c'est une microéconomie. Hein. Et voilà. Est-ce que tu aurais des envies, des projets, des idées à partager avant qu'on puisse clore ce podcast? Euh, J'étais à Bergame, j'apprends par Le Monde qu'il y a eu des attentats à Paris et qu'il y a eu notamment, donc c'était les attentats du 13 novembre au Bataclan et alentour. Et euh, on m'évite la télé et je découvre qu'il y a eu une fusillade euh, en face de la jam, en face du Palais de la Femme. C'était à peu près au moment de la jam. Et je crois que c'était vers la fin de la jam, mais que les gens n'étaient pas sortis encore, heureusement. Et donc, c'était la belle équipe qui était canardée et très sauvagement, et il y a eu 20 morts, etc. Et donc, il y a quelques personnes de la jam qui ont pu sortir entre la fin de la fusillade et le moment où la police a bloqué la sortie du bâtiment. Et ces personnes, ces quelques personnes, je crois qu'il y en a eu 5 ou 6, tu es bien placé, tu es mieux placé que moi pour le savoir, qui ont participé à l'assistance aux, aux personnes qui étaient blessées et qu'on pouvait aider. Quoi. Ce qui était très fort aussi, ça a été la nuit qui a suivi, où un d'entre nous qui était intervenu aussi habitait juste à côté. Et on a passé la nuit chez lui à danser, à parler, à rire, à pleurer beaucoup, évidemment. Pour moi, ça a été un des moments où j'ai réalisé que le contact impro, c'est pas seulement une pratique qu'on fait comme ça, comme un loisir, mais ça peut être aussi une communauté. D'après mes souvenirs, parmi les passants, les personnes qui n'étaient pas dans la belle équipe, qui sont intervenues de l'extérieur, on était quand même principalement des contacteurs, et pour moi, c'est pas un hasard. C'est parce il y a cet esprit-là d'être présent à ce qui se passe et d'être là, même quand c'est pas facile, même quand il y a une altérité qui nous semble horrible ou dérangeante, on, on apprend à être là, à être présent. Et juste après la fusillade, puisqu'on était vraiment juste devant, j'ai fait l'aller-retour pour aller chercher de quoi faire des garrots, et les gens étaient prêts à tout de suite à donner leurs écharpes, tout ce qui était nécessaire pour pouvoir aider les gens. Donc, il n'y avait pas seulement ceux qui étaient sur le terrain, on va dire, à aider des blessés, mais aussi comme une espèce d'arrière-base qui, pour moi, a été vraiment importante. C'est un des moments où j'ai ressenti le plus ce que ça pouvait être une communauté du contact impro, au-delà juste de la danse. Eh bien, merci Daniel, et au plaisir de danser avec toi, alors, un de ces jours. Bientôt, 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 j'espère.